C'est parti. Ok. Bonjour, bonjour, merci, Bonjour Fanny. merci de passer un peu de temps à nous parler de ton nouveau projet, le framework. Alors, on va faire du mauvais franglais, ça va être très sympa. Tous les gens vont dire Parfait. ils ne savent plus parler français, ces gens-là. Cette interview, elle intervient dans ton exposition que tu fais avec Sarah Digital Collective. C'est ça. Donc avec Sarah, et si tu peux nous donner un petit peu de background de ta carrière avant d'entrer dans les NFT, comment tu en es arrivé à découvrir ce médium? Alors, j'ai voulu faire les beaux-arts à une époque, je n'ai pas réussi parce que je suis arrivé à l'arrache au concours d'entrée et du coup, c'était un échec total. Et je suis parti en langue parce que je me suis dit, bon, bah, je vais faire de l'anglais, ça me servira toujours. Et je me suis un peu laissé prendre au jeu, j'ai pris complètement par hasard japonais en seconde langue et du coup, je suis resté 8 ans à l'université, j'ai 2 masters. Et donc, le deuxième master qui était du pur japonais, je me retrouve finalement à faire un mémoire de recherche sur Takashi Murakami et son rapport avec l'histoire de l'art au Japon, etc. Donc, je recommençais, malgré moi, j'avais continué à faire un peu de l'artistique et de l'illustration quand même en parallèle de mes études, des affiches pour les groupes de musique des potes ou ce genre de choses. Et à recommencer à faire du dessin et de la peinture et tout. Et puis, donc, je finis ce master très bien. Et je me dis, j'ai une option pour partir en doctorat et devenir anthropologue de l'art du Japon. Sauf que, bon, j'ai pas forcément envie de retrouver le restant de mes jours à étudier l'art de quelqu'un d'autre. Finalement, je me dis, c'est le moment, j'avais envie de le faire au début, il y a 8 ans. Donc, autant rester dedans, mais par contre, faire ce que j'ai envie de faire et arrêter la fac. Donc, je me lance, c'était en 2011, je finis mes études. Ma première expo solo, c'était de la photo et du photomontage, donc des photos du Japon et des choses plutôt surréalistes. Et petit à petit, je reviens au dessin et à la peinture parce que je trouve que c'est un médium qui a beaucoup plus de liberté que la photo. J'aime bien la photo, mais j'avais rien de personnel à explorer dedans, en fait. Voilà. Et donc, ça prend comme ça, et mes influences, c'est plutôt du surréalisme, un peu pop surréaliste, un peu psychédélique, un peu, voilà, j'étais élevé avec, comme tout le monde, avec du Disney, de l'animation japonaise, Miyazaki, et comme j'ai un peu de sang catalan, Dali, grosse influence. Mm-hmm. Et voilà. Et donc, je commence à faire de la peinture traditionnelle, du dessin, à faire des expos, à faire d'illustrations commerciales, de t-shirts, de choses comme ça, tout ce qui était un petit peu à la mode au début des années 2000. Je fais un petit peu aussi d'art numérique. Alors, c'est pas que l'illustration, je commence à toucher un peu l'animation. Et j'arrive au moment où je commence à faire de la réalité augmentée. Donc, par exemple, dans la rue, j'ai collé une affiche sur la rue. On peut la scanner, et puis là, l'œuvre se met à bouger, elle commence à vivre un petit peu, et puis là, je commence à me dire, c'est quand même génial tout ce qui est dans le numérique, même pour l'illustration pure, enfin des images fixes. Et j'ai toujours trouvé ça hyper dommage que la plasticité du numérique, en fait, soit pas vraiment valorisée en termes financiers et en termes même de reconnaissance. J'allais mettre, par exemple, une illustration numérique, j'allais faire une impression très haute qualité, en modèle unique, et du coup essayer de la montrer, de la présenter comme un tableau, parce que c'est une œuvre unique. Et déjà, je pense pas que ça marche très très bien. Ça m'agace en fait que la peinture soit reconnue en tant qu'œuvre d'art, mais pas d'autres choses qui vont être vues comme de l'illustration, comme des choses plus commerciales, etc. Et en fait, quand je suis tombé sur les NFT, ça a été, au début, j'ai eu un peu du mal à comprendre, comme tout le monde, le système de pourquoi est-ce qu'on irait acheter une œuvre qui est disponible pour tout le monde. Je pense, c'est la barre d'entrée philosophique presque qui est très, très étrange et qui est un peu difficile au début. Et une fois qu'on est passé dedans, en fait, c'est comme si j'avais trouvé ma maison, quoi. D'un coup, je trouve un endroit où, par exemple, les GIFs animés, les MP4, les JPEG, etc., c'est comme de la peinture à l'huile ou de l'acrylique. Et je me suis dit, enfin, en fait, c'est comme si notre génération, finalement, arrivait avec directement un marché de l'art qui lui était propre, avec ses propres goûts, ses propres médiums, ses propres supports. Et moi, comme j'ai découvert au moment où ça avait déjà commencé à faire un petit boom, je me suis retrouvé avec un marché, avec une culture qui était déjà prête à l'emploi, et j'ai pas eu ce besoin, comme ceux qui étaient arrivés avant, de pousser le truc. Je suis arrivé vraiment dans quelque chose qui était tout prêt. C'était hyper agréable Ouais. et un peu surréaliste aussi, parce que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi avancé en fait. Et quels ont été tes premiers contacts un petit peu? Comment est-ce que tu as trouvé l'entrée de ta maison? Alors, comme tout le monde, j'ai un ami qui est à fond dans les crypto-monnaies, donc c'était principalement grâce à lui. Salut Manu. Et Ah, le cet Manu, ami. Tout le monde a cet ami. on a toujours cet ami et on l'écoute pas ou distraitement. Enfin, moi, les crypto-monnaies, j'ai jamais été contre, mais par contre, la barrière technique et comprendre comment ça marche, en fait, ça m'empêchait vraiment de rentrer dedans.
Et en octobre, je crois, il commence à me dire, bon, tu sais, les NFT, l'art crypto et tout ça, tu devrais vraiment t'intéresser, ça correspondrait vraiment à ce que tu fais. Et je suis pas contre, je regarde, mais comme j'ai du mal à comprendre tout ce qui est technique, je repousse toujours ça à plus tard. Et finalement, je me dis, bon, allez, on va essayer les NFT, après tout, pourquoi pas. Autant, je me suis dit, pour une fois, je vais essayer de ne pas comprendre vraiment comment ça marche, mais de comprendre en faisant. Enfin, j'envoie ma candidature à SuperRare pardon, et à Async, et je suis pris. Bon, je sais pas, à l'époque, je me doute pas que j'ai de la chance ou que c'est vraiment super, mais je suis pris, et donc début janvier, je commence un peu à travailler dessus, entre autres avec la série qui est en exposition en ce moment, donc ça fait à peu près 6 mois qu'elle est en préparation. Je découvre Twitter avec la communauté qui est super active, avec énormément d'artistes dans des styles très différents. Je vois que il peut y avoir autant de valeur dans un tableau à l'huile que dans quelqu'un qui va poster un gif avec des chats avec des yeux en rayon laser, enfin avec toute la culture internet qu'on a qui devient un écosystème de valeur en lui-même sans avoir besoin d'être validé par l'art traditionnel ou par tout ce qu'il y avait avant. C'est ça que je trouvais ça génial, c'est vraiment qu'il y a une émergence spontanée en fait. D'un marché, de tous les acteurs du marché, les artistes, les collectionneurs, etc., qui s'entendent sur une espèce de culture commune. Et du coup, il y en a de temps en temps qui essayent de faire des ponts à l'extérieur, mais ça peut quand même survivre sans, c'est pas nécessaire. Ouais. Et voilà, donc j'ai été pris tout de suite dedans, et en 2 semaines, j'avais fait ma première interview aussi avec des francophones, le collectif de collectionneurs, et à parler de blockchain, de finance, de ce qui se passait à Wall Street à l'époque et tout. Donc c'était un grand saut dans le bain, pas seulement dans l'art crypto, mais aussi dans les crypto-monnaies, les blockchains, etc., quoi. Oui. Alors, Voilà. c'est vrai que pour revenir un petit peu pour les gens qui ne savent pas exactement comment ça marche, la technologie NFT était vraiment, et blockchain était vraiment la première technologie qui permettait d'avoir une œuvre digitale qui soit rare. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de plateformes qui s'appellent super rares. Il y a quelqu'un qui a décrit cette communauté récemment en disant it's a kind artist community, en comparaison de ce qu'on voit toujours un petit peu le marché de l'art traditionnel très compétitif, et ce qui est un petit peu à contre-courant de ce que la presse met en avant de Beeple, les 69 millions. Je ne sais pas si récemment tu as dû aussi convaincre des gens de la validité de cette communauté et de ce format. Mais ce serait intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Quelles ont été les réactions de tes collectionneurs ou de gens avec qui tu travailles quand tu leur as dit voilà, je lance un projet NFT? En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc moi, Twitter, je l'ai créé juste pour l'art crypto. Donc, mon public, il était sur Instagram et sur Facebook. Enfin, Facebook, c'est déjà mort, mais globalement, plus sur Instagram. Et il y a eu absolument aucune personne qui me suivait sur Instagram qui est venue sur Twitter pour me suivre. Donc, je suis reparti de zéro. C'est-à-dire que les gens avec qui je travaillais, ils voient ça de loin. Il y a une cliente qui est intéressée aussi peut-être pour faire des collaborations dans ce domaine-là, mais globalement, c'est resté assez séparé. Et j'ai pas l'impression que les deux ont envie de se mélanger. Moi, ça m'a fait un peu bizarre. Au début, j'avais pas trop envie de me mettre sur Twitter. Je l'ai juste créé pour remercier un de mes collectionneurs parce qu'il avait enchéri sur une œuvre. Et je pensais pas rester parce que je me suis dit recommencer à zéro avec personne qui va dessus, c'est la misère. Et en fait, 4 mois plus tard, j'y suis toujours, c'est super, donc il n'y a pas de souci. Mais donc, ouais, voilà, donc je trouve pas beaucoup de vases communicants. Je pense que on a vu un boom d'artistes et un boom d'intérêt médiatique, mais pas du tout un boom d'adoption, vraiment pas. Donc pour ça, on est encore loin derrière. Et comme tu le suggérais tout à l'heure, moi je pense que les collectionneurs du marché traditionnel de l'art, ils sont encore très loin d'investir le milieu. À cause de barrières techniques, je pense à cause de barrières esthétiques. Je pense qu'ils ont besoin de temps pour assimiler les thèmes, la culture du mème, Internet, même les œuvres 3D en fait, ou ce genre de choses. Et on l'a vu d'ailleurs pour le street art finalement qui a commencé à émerger dans les années 90. Et le gros boom des collectionneurs, c'était plus 2000, voire 2010. Et donc, il a bien fallu 10 ou 20 ans avant que ça passe de la culture, c'est un truc de jeune, c'est cool, etc., à ça rentre dans les institutions, ça devient un truc que les mécènes vont aller voir, etc. Donc, tout va beaucoup plus vite avec la communauté crypto, donc je pense que ça mettra moins de temps. Et aussi l'aspect pratique du numérique, je pense que ça va séduire plus vite une fois que la barrière technique sera passée. Parce que tout le monde le dit, mais stocker des tableaux de peinture sans les abîmer, les protéger du soleil, les transporter, les assurer, les encadrer,
ça coûte très cher, c'est très compliqué. Enfin voilà, alors que l'œuvre numérique, bon, bah, De manière intéressante, ça a aussi intéressé des collectionneurs avec qui moi j'étais en contact, qui en fait avaient plus vraiment de place ou plus vraiment d'envie ouais, effectivement de gérer ces problèmes d'assurance, de transport et tout ça, et qui cherchaient quelque chose de nouveau. Du côté du collectionneur et aussi d'artistes plus traditionnels qui en fait se sont dit mais même en fin de carrière qui se sont dit mais c'est super, pour une fois j'ai plein d'idées qui me viennent, et d'essayer de travailler avec ça, et tu parlais du bridge qui est en fait encore assez fin ou assez instable entre les deux mondes. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens du monde traditionnel qui ont besoin de projets qui font ce bridge, là, qui comprennent. Pendant très longtemps, on a essayé d'expliquer les NFT avec les CryptoKitties. Donc, quand tu es devant une salle d'un professionnel du marché de l'art et que tu commences ta présentation par un chat, ça ne marche pas. Et là, tu les as perdus tous. Tous y partent en se disant ok, c'est pas pour moi. Il y a un chat, c'est super. Ça peut marcher pour des autocollants et des marchés des collectibles, mais c'est pas pour moi. Donc, je suis très très contente qu'on parle de ton projet de ta série qui s'appelle Cornelius, et qui fait ce bridge notamment entre le monde plus traditionnel et le monde crypto, mais aussi entre différents artistes et de différents siècles. On parle d'un multi-bridge. Là, c'est plus le métaverse, c'est le multi-bridge. On va commencer au début. Moi, j'ai toujours travaillé sur les masques. C'est un truc qui me fascine. Peut-être parce que je suis né dans le numérique aussi. Il y a toutes ces idées de pouvoir changer d'identité et finalement tout le monde pense au masque comme quelque chose qui cache l'identité. Moi, je pense qu'au contraire, elle peut des fois la révéler plus qu'un visage, en fait, puisque c'est des choix personnels. Sorti de ça, juste avant que je découvre ces masques, donc qui ont été illustrés par un artiste belge du XVIe siècle, qui s'appelle Frans Suys, et qui les a dessinés d'après des sculptures de Floris Cornelis de Vriend, qui est aussi du XVIe siècle, donc on est en pleine Renaissance flamande. Donc ce sont des masques, d'ailleurs on peut en voir un juste derrière moi, voilà. Donc dans l'esprit grotesque, un peu monstrueux, et ils ont tous quelque chose de dionysiaque. Pour moi, ils sont vraiment rattachés à la figure de Pan, de Dionysos, de Bacchus. Et c'est un sujet que j'avais un peu recherché il y a quelques mois, et ça m'avait fasciné parce qu'on trouve plein de traces historiques de comment est-ce que le mythe, la divinité mute d'une région à l'autre. On peut même des fois retrouver des traces, on a l'impression que c'était peut-être quelqu'un qui a vraiment existé et qu'on a rattaché à un dieu, en fait, parce qu'il y a des histoires de conquête, de choses qui sont passées en Grèce avec des armées qui ont suivi Dionysos, etc. Et en fait, il y a toujours un mélange hyper antirationnel de sexualité, de sauvagerie, de sens de la fête aussi, parfois de violence, et c'est un truc qui est très animal, très dans le sensuel, le sensoriel. Et comme le grotesque, d'ailleurs, à l'époque où étaient faites ces œuvres, les œuvres de base, ça va à l'encontre finalement de l'esprit des Lumières, du côté rationnel, de trouver quelque chose qui est juste, qui est vrai, de ces idéaux-là. Et donc, je trouve ça beaucoup plus humain, ce côté irrationnel, presque onirique, un peu sauvage. Et donc, quand j'ai vu ces masques, c'était sur Instagram, c'est une amie qui l'a posté. C'était un repost d'un compte de tatoueur qui montrait des vieilles œuvres avec du noir et blanc, ce genre de forme qui plaît aux tatoueurs, en fait. Et je les ai vus tout de suite, je me suis dit, waouh, ils sont géniaux, ils sont un peu moches, ils sont un peu grotesques, mais ils ont quelque chose d'un peu attachant. Et en fait, on n'arrive pas trop, ils sont suffisamment complexes pour qu'on ne puisse pas trop leur prêter d'attention non plus. Enfin, qu'il y ait plusieurs jeux. Moi, quand je les vois, j'ai plusieurs histoires qui me viennent à l'esprit. Et j'ai jamais trop travaillé dans le remixage d'autres œuvres. Moi, j'ai toujours été hyper carré sur faire mon univers et pas repomper d'autres choses. Et c'est la première fois où je me suis dit, là, il y a quelque chose à revisiter. Ça me parle vraiment. Et donc, du coup, ces masques, d'ailleurs, on les voit sur le site, tu les as ouais, j'ai mis les versions originales. Voilà, c'est ça. Donc, ça, c'était le sculpteur. Alors, je me permets juste de t'interrompre. Oui, bien sûr. C'est Oleg Klimov, donc c'est on va dire, je pense, un architecte d'intérieur, j'espère que je ne me trompe pas, qui est russe, qui existe aujourd'hui. Hein, c'est quelqu'un qui j'ai demandé la permission, qui a fait des moulages en bronze.
Parce que la chose qui est drôle, on pourrait penser que la pierre, c'est la chose la plus durable au niveau des œuvres d'art. Et en fait, il ne reste absolument aucune sculpture de Cornelis Floris de Vriend, de ces masques. Il ne reste que les illustrations qui ont été éditées donc, dans le portfolio dont je me suis servi. Donc ça, ce sont des moulages récents de ce qu'on imagine qu'ils aient pu être d'après les illustrations. Et c'est marrant parce que le projet Cornelius, finalement, il parle aussi beaucoup de conservation d'art. Mhm. Et sur cette question-là, on se rend compte que la pierre, finalement, c'est pas invincible, c'est pas éternel. Et donc, si on peut arriver à faire une conservation d'art numérique qui tienne la route sur le long terme, on n'est peut-être pas si mal barré que ça par rapport à ce qui est physique et ce qui est traditionnel. C'est pas une collaboration entre 3 artistes, c'est une collaboration entre 4 artistes avec, si on compte Oleg Klimov. Alors, juste pour... non, ça c'était juste pour l'illustration. Il m'a dit, OK, tu peux le partager si tu donnes mon nom. Donc, donc on reste à 3, d'accord. On reste à 3. Et donc, voilà, ça c'est les illustrations qui ont été faites par Franz Wyss d'après les masques. Et ce qui est drôle, c'est que finalement, il les a vus, il en a fait une collection. Je ne sais même pas s'il a demandé la permission au sculpteur, en fait, on ne sait pas. Bon, ils viennent tous les deux à peu près du même endroit, donc j'imagine qu'ils se sont rencontrés de leur vivant. Oui. Mais on ne sait pas trop. Mais du coup, il l'a fait ça a été édité dans un livre qui a un titre français d'ailleurs, qui est quelque chose comme portrait à l'usage des sculpteurs de pierre et des ferronniers, etc., qui devaient l'utiliser dans un but d'ornementation, surtout des hautes portes. Il y a eu beaucoup de hautes portes avec ce genre de visage aussi. Et donc, moi, quand je les ai revisités, ce qui est marrant, c'est que je les sors de leur côté d'ornementation et ils deviennent quelque chose le sujet principal, en fait, de l'œuvre. Ils ne sont pas faits pour accompagner autre chose. Et donc, l'idée, en plus de rajouter ma petite touche surréaliste avec les couleurs, les lumières, etc., quand ils bougent, c'était aussi de donner l'impression qu'ils... Oui, ils sont animés. Je vais montrer la partie animée. Et donc, l'idée, c'est de les avoir comme s'ils flottaient un peu dans un vide numérique. En fait, c'est vraiment l'idée que j'avais. C'était pas encore fait pour être de l'art crypto, mais je savais que je voulais que ce soit numérique. J'adorais cette idée de prendre quelque chose du passé et finalement de la faire évoluer et de la faire rentrer dans le nouveau siècle avec quelque chose de complètement contemporain. Et en fait, j'ai commencé à le travailler au moment où on a commencé à me parler de NFT. Donc, je pense que ça a dû quand même inconsciemment me travailler. Et du coup, c'est le projet qui m'a servi de candidature pour Super Rare. Donc, dès le début, je leur ai dit, j'ai un projet, je pense que c'est vraiment intéressant de le faire en NFT. Et je leur ai présenté celui-là, j'avais juste fini le premier animé. Et c'est rentré comme ça dedans. Et en fait les NFT, ça se trouvait être vraiment le milieu parfait pour pouvoir accoucher de ça. Ouais. D'autant plus parce qu'on compte, c'est pas encore fait, on avance dessus d'ailleurs avec Sarah de Tara Digital Collective. La partie conservation de l'art numérique, on veut faire en sorte que ça dure le plus longtemps possible, donc on va plus loin que ce qui existe aujourd'hui sur la blockchain, et voir comment est-ce que sur le long terme, on peut garder des fichiers qui soient lisibles, éventuellement réutilisables, parce que j'aimerais, donc ça c'est le dernier volet du projet, c'est que je veux qu'il y ait un artiste dans le futur, peut-être dans 30 ans, dans 50 ans, dans un siècle. Et donc, qu'est-ce que tu souhaiterais pour un artiste du futur? Oups, sorry. If I am still alive, come forth and claim the mantle. If I am dead, take this torch, light it again with your own fire. Burn it and pave the way for those who will come after you. Go in this forest be breathed, Franz Lewis and Jen salute you. Voilà. Donc ça, c'est le manifeste pour l'artiste du futur. Donc moi, mon idée, c'est, je ne sais pas si je serai mort, en fait. Je pense que vu comment ça accélère, il y aura quelque chose de plus révolutionnaire que la blockchain largement avant que je sois mort. Donc, a priori, je pourrais rencontrer le prochain artiste de mon vivant, ce qui serait très cool. C'est que cette personne, donc, prenne ce que j'ai fait et à son tour l'adapte pour une nouvelle forme d'art. Alors, tout le monde pense, quand on parle d'art du futur, j'en ai déjà parlé un petit peu avec quelques personnes, des gens de Super Rare ou Sarah, etc. Tout le monde pense tout de suite à plus un truc virtuel, tu sais, aller dans le métaverse, avoir une version en 3D que les gens portent peut-être, ou avoir quelque chose de cet ordre-là, quelque chose de très numérique. Et moi, il y a quelque chose qui me fascine encore plus, c'est que je pense que dans le futur, on aura au contraire de l'art organique, très organique. On est au tout début de l'édition génétique et par exemple, de technologies à base de champignons que je suis de très près. Et je pense je vois plus quelque chose comme peut-être faire une colonie de champignons ou de bactéries qui émergent et qui peut naturellement, avec leur codage génétique, prendre la forme de ces masques, en fait, et avoir une chose à peu près vivante qui ressemble à ces masques.
Voilà, donc ça peut paraître un peu taré, mais par exemple, l'informatique, le meilleur stockage d'informations qu'on a actuellement, c'est l'ADN, parce que c'est très petit, c'est biodégradable d'ailleurs au niveau environnemental, donc il y a quelque chose à chercher de ce côté-là. Alors que les ordinateurs, bon, il y a du progrès à faire. Et il y a plein de raisons qui me font penser que si ça se trouve, la technologie, on imagine toujours de plus en plus numérique, froide et électronique. Et on pourrait être très surpris à avoir des choses très, très organiques dans le futur. Donc moi, c'est quelque chose qui me stimule plus au niveau imaginaire que le numérique. Ah oui, c'est très intéressant cette idée de collaboration en fait entre déjà on a vu dans la sphère crypto et NFT beaucoup de collaboration entre artistes, moins de silos en fait entre les practices d'artistes, de designers, artistes qui collaborent avec des musiciens, avec des biologistes, briser les murs en fait, en quand même des industries créatives. C'est quelque chose qui, Ouais. même le code et les choses comme ça, c'est de manière contre-intuitive très créative. Donc, pour toi, est-ce que ce projet, pour l'instant en tout cas, est vraiment designé pour être vu dans un environnement en ligne, en 3D, enfin espace virtuel? Est-ce que tu vois une expression dans une galerie même d'impression? On a vu les CryptoPunks, il y a eu des impressions de belles prints de certains de leurs caractères. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu envisages? Pour l'instant, non, mais quand la série sera finie, je me dis que ça pourrait être chouette d'avoir une expo avec des primes de super haute qualité, en réalité augmentée. Voilà. Donc, parce que comme il y a les versions animées, que c'est un truc que je fais depuis longtemps, et ça s'y prête bien en fait. Et la base d'illustration que j'ai utilisée, que j'ai dû nettoyer, retravailler, etc., et qui sert de base au projet physique, c'est des super beaux scans qui ont été faits par le Rijksmuseum aux Pays-Bas. Et là, on va essayer de les contacter bientôt pour essayer de les faire rejoindre la discussion, parce que du coup, l'exposition et ce projet-là sert de base pendant un mois à des discussions sur la conservation de l'art numérique, sur l'histoire de l'art, etc. Et on essaye vraiment de faire de l'émulation autour de ce projet-là pour faire, comme tu le disais, des ponts au niveau de l'histoire, au niveau de la temporalité et des différentes cultures artistiques, pour plus ancrer cette légitimité historique, en fait. Oui, non, et c'est vrai que Voilà. les musées et les institutions plus traditionnelles sont très intéressés par cet aspect. Alors, il y a déjà beaucoup de musées qui ont des œuvres digitales c'est un énorme. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent, ah oui, c'est bien les œuvres digitales, il n'y a pas besoin de conservation. Non, 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 c'est le contraire, où vraiment tout le job d'un collectionneur ou de son équipe, c'est vraiment de s'assurer que les formats sont toujours lisibles, que ça respecte ce que l'artiste voulait au début. Et on a vraiment un problème au fur et à mesure que, par exemple, des écrans, des vidéos, par exemple Nam June Paik, quand on veut réparer une de ses sculptures, ces écrans n'existent plus. Enfin, c'est tube au oscilloscope là, de télé. Et c'est un vrai problème. Donc, il y a beaucoup de musées qui s'y intéressent sur ces problèmes de storage à long terme de ces fichiers digitaux qui, quand même, tout n'a pas été résolu. C'est quand même un univers qui est quand même récent. Donc, ces plateformes comme SuperR, c'est bien pour commencer, pour avoir une audience. Mais il y a beaucoup de choses encore à faire. Je voulais revenir aux phases du projet. Parce que l'exposition, enfin le show est du 30 avril au 30 mai, on est le 14. Donc, principalement, l'expo, elle est dans Decentraland. C'est un univers virtuel dans le Metaverse. Pour ceux qui ont connu Second Life il y a longtemps, ça ressemble un petit peu à ça. C'est un peu cartoon, c'est un peu jeu vidéo, mais c'est marrant. Et du coup, dans cet univers virtuel, il y a Sarah avec qui je travaille dessus, donc de Tara Digital Collective, qui a investi et qui a acquis un lot de terrain, comme on le ferait dans la réalité, et qui m'a laissé libre cours pour faire un design de l'espace d'exposition. Et il ne voulait pas que l'espace d'exposition ressemble à un espace réel. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le skeuomorphisme, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se jettent sur l'architecture virtuelle pour juste reproduire ce qui existe déjà. C'est des notions de confort, d'habitude qui ont un sens. Mais je le compare à l'invention du plastique au début, quand on a commencé à utiliser le plastique pour les meubles, tout le monde a essayé de reproduire avec des moulages des textures de bois. Parce qu'il y avait quelque chose de « Ah, c'est une nouvelle technologie, c'est bizarre ».
Voilà, un confort, puis une habitude et aussi peut-être une certaine paresse mentale. Et il y a un moment, il y a quelqu'un qui a dit, je ne sais plus son nom, qui a dit non, il faut arrêter, le plastique, c'est pas du bois, on va faire des meubles lisses. Et ça a été une révolution esthétique qui était adaptée à la nouvelle technologie. Sur ton ordinateur, il y a une petite poubelle, la corbeille. Quand tu mets un papier dedans, ça crumble le papier et ça fait le petit bruit comme ça tombait dans la poubelle. Ouais. Et ça, c'est un reste de ce skeuomorphisme que on avait mis au début pour expliquer le principe de jeter un dossier, un fichier. C'est un sujet qui fait partie de pas mal de conférences NFT sur lesquelles on travaille beaucoup. Donc, dans ce cas-là, par exemple, si je ne sais pas, admettons, je dis une bêtise, mais dans 50 ans, il n'y a plus de fichiers papier, qu'on a tout numérisé, il y a des gens qui vont naître et qui vont se dire pourquoi est-ce que l'icône c'est un papier dans une corbeille en métal, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi en fait. Et moi j'en ai dans une. Bah ouais, voilà, mais aujourd'hui ça a encore du sens, mais imagine, tu n'as plus besoin de jeter ça dans de la poubelle, ce sera quand même. Bah oui. Comment passer à autre chose? On a dû lire les mêmes articles et incapable de trouver quelque chose de pertinent vraiment. Donc c'est très intéressant. Alors pour l'architecture en question, donc ce que font les 3/4 des gens pour l'instant, c'est qu'ils font des musées virtuels dans lesquels il y a des murs, il y a des étages qui sont sectionnés, qui sectionnent l'espace verticalement, comme on a l'habitude de faire. Il y a un toit. Bon, par exemple, là, on prend la question du toit. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'en mettre un? Il n'y a pas de météo et il ne pleut pas. Les murs, est-ce qu'on en a vraiment besoin? On n'est pas obligé. Il y a beaucoup de... Alors, pas dans celui de quand je fais une expo, mais il y a un autre espace qui est très utilisé qui s'appelle CryptoVoxel, dans lequel tout le monde peut voler. Et bizarrement, l'architecture ne s'adapte pas du tout au fait qu'on puisse voler, alors qu'on pourrait très bien imaginer des espaces un peu plus marrants avec une espèce de chemin de lecture bizarre qui nous emmènerait à voler un petit peu et à faire le tour de choses qui flottent. Pareil, je vois les œuvres NFT qui sont exposées dans ces galeries virtuelles qui sont verticales, collées au mur, comme une galerie réelle. Et pourquoi, après tout? Et, moi, ce que j'adore, c'est les bancs sur lesquels tu ne peux pas t'asseoir. Oui, les voitures qui sont dans la rue aussi, qui sont posées devant et qui servent à rien, c'est très bizarre. C'est les limites de chercher à vaincre le skeuomorphisme, c'est que quand même on a besoin d'être un petit peu rassuré avec les expériences de réalité virtuelle. Ça m'arrive d'avoir le vertige de voir une surface très haute, même quand c'est pas du tout réaliste, que c'est très mal fait. Il y a quelque chose dans le cerveau reptilien qui s'active et qui me fait avoir peur. Donc je pense qu'on a quand même des bases. On a beau être dans le numérique, notre cerveau, il ne fait pas la différence avec la réalité toujours, donc il faut un petit peu de confort. Ce que j'ai fait pour l'espace d'exposition, c'est que par exemple, les œuvres, au lieu de les mettre droites, je les ai mises un peu inclinées et très grandes et en haut d'un escalier qui flotte en l'air. Et l'idée, c'est d'avoir un cercle où, en fait, comme on est un petit peu intimidé, qu'on regarde un petit peu vers le haut, finalement, les masques, ils nous regardent autant qu'on les regarde. Et ça, c'est un design d'espace qui est pas skeuomorphique pour le coup, puisque déjà, les œuvres flottent. Elles ne sont pas attachées à des murs et voilà, elles n'ont pas besoin de suivre la gravité puisqu'il n'y en a pas. Donc voilà, ça c'était la petite réflexion philosophique qu'on a eue derrière avec Sarah où elle m'a laissé libre cours et c'était vraiment super chouette. Donc ça c'est la première partie, les 14 jours, ce qui s'est passé maintenant, c'est surtout ça a été la mise en place de l'expo. Donc il y a des gens qui viennent visiter. Pour l'instant, ça a vraiment pas mal de succès et après ils mettent un hashtag sur Twitter et en échange, on leur donne un badge de participation. Ce qui va se passer, c'est qu'on est en train de compiler un gros catalogue d'expositions avec les comptes rendus de ce qu'on fait en ce moment, des discussions qu'il y aura peut-être avec le musée, des discussions qu'on a déjà eues. On a fait une interview avec Luc White de Super Rare aussi, sur le projet. Et en fait, tout ce qu'on est en train de faire, toutes les animations, tout ce qu'on rajoute, les questions justement de design d'espace, ça va faire un espèce de corpus qui va alimenter le projet, qui sera édité sous forme de PDF a priori. En NFT bien sûr, et qui sera envoyé à tous ceux qui ont un badge et qui pourront donc échanger le badge contre ce NFT-là. Et les œuvres sont en vente mais tu les as pas toutes mises en fait, c'est par 3 par 3 ou comment est-ce que tu les as publiées? Alors le projet, normalement, historiquement, il est censé y avoir 21 masques. Il est censé nous en rester aujourd'hui que 18. Et j'ai fouillé dans les archives en comparant à chaque fois, parce qu'il y a plusieurs versions de chaque fichier, c'était un peu compliqué. Mais j'en ai trouvé que 17. Et pourtant, je sais que la série, elle est prévue pour 18. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est que le 18e, si je ne le retrouve pas d'ici là, ce sera un Frankenstein. Je vais faire un montage de différents masques qui ont été faits pour garder la texture et la patte de Franz Suisse. Et j'en composerai un nouveau qui sera une espèce de chimère d'hybride d'autres masques.
Ou alors, je retrouverai le 18e d'ici là, mais je ne suis pas sûr qu'il existe, donc on verra plus tard. Donc là, c'est juste la première phase qui est libérée. Donc pour les deuxièmes, on verra plus tard. Il n'y a pas encore de date. On va laisser un peu de temps pour que le projet mûrisse aussi. Ah, donc jusqu'à la fin mai, c'est que les 6 premiers. Ouais, c'est les 6 premiers. Et plus tard, il y aura une phase 2 où il y en aura 6 de plus. Et encore plus tard, une phase 3. Et il est possible que d'ailleurs, ça évolue par rapport à la plateforme. Enfin, je reste ouvert là-dessus parce que je pense que c'est intéressant. Soit garder toutes les phases exactement pareilles aura un sens au niveau de la cohésion de la série, soit ce sera intéressant au fur et à mesure de voir s'il n'y a pas des nouvelles données qui émergent, des nouvelles collaborations, des choses différentes qui font évoluer le projet. Donc voilà, c'est sûr que les 18 seront créés, mais je ne me pose pas de limite pour l'instant sur la nature de comment elles vont émerger. Et alors pour les 6, il y en a déjà 2 qui ont été achetés, il y en a un troisième sur lequel il y a déjà une enchère acceptable, très acceptable, donc en fait il en reste 3 de disponibles, techniquement parlant. Ça fait longtemps que je suis dans les plateformes NFT et tout ça, et quelque chose qui est très intéressant, que je trouve très intéressant dans ton projet, c'est que tu as réussi à vraiment prendre des éléments de la culture crypto, l'adapter à ton style et à ta practice et à tes idées. Tu parlais des masques et des bridges des ponts entre les différents siècles et les différents artistes. Il y a beaucoup de désinformation sur Beeple même qui aurait fait ça du jour au lendemain. C'est pas vrai du tout. C'est quelqu'un qui était déjà établi et qui était très impliqué dans la communauté et qui savait comment ça marchait, qui avait vu un peu les esthétiques et les formes de projets qui marchaient. Et donc du coup cette étape, enfin ces 3 étapes que tu fais et que vraiment définis uniquement la première étape, très mature, j'ai envie de dire, ça fait un petit peu rétrograde, mais de dire que vraiment c'est voilà, on va essayer quelque chose, c'est de voir ce qui se passe autour et ensuite d'itérer sur cette idée, sur les conclusions pour continuer le projet. Et ce qui est intéressant, c'est que même la communauté, les gens qui réceptionnent un petit peu ton projet, eux aussi peuvent avoir beaucoup d'idées ou de ponts avec d'autres artistes pour collaborer. On a vu ce projet qui s'appelle Artvatars, qui sont des figures en fait et collaborations avec plus de 60 artistes crypto. Qui ont fait ces collages un petit peu. Il y a les artistes génératifs aussi qui prennent pas mal de choses anciennes pour les remodeler. Comme tu dis, ajouter leur magique à eux, c'est leur magie à eux, pardon. C'est plus tu vois, de processer ces données et d'en faire naître de nouvelles. En ce moment, sur les différentes plateformes, tu es aussi sur Non-Origin et async.art. Et est-ce que tu peux nous parler aussi de tes autres projets que tu as Juste revenir juste sur les masques vite fait pour finir avec quelque chose, parce que tu me rappelais par rapport à la temporalité du projet, en fait, le timing, comment est-ce qu'il émerge maintenant. Au niveau conceptuel, moi, je l'avais pas. En fait, j'ai découvert ce projet, la profondeur qu'il pouvait avoir en le faisant. J'avais pas du tout tout prévu à l'avance. Et en fait, même en le travaillant avec Sarah, en fait, ça m'a fait comprendre un peu la profondeur de la chose. Et en fait, l'expression de renaissance numérique qu'on utilise pour l'art crypto, qui est très juste parce que, bon, pour ceux qui ne sont pas trop penchés dessus, il y a une concentration exactement comme à la Renaissance d'artistes, de nouvelles technologies, ce qui était le cas pour la Renaissance aussi, de moyens financiers, parce que les centres des grandes villes italiennes, avec tous les mécènes, il y a vraiment besoin de finances pour financer des projets gigantesques qu'ils ont fait au niveau artistique. Et donc, la Renaissance numérique, c'est très drôle parce que finalement, ce projet avec les masques, il date de la Renaissance flamande. Donc, c'était pas du tout prévu au début parce que j'avais jamais entendu l'expression de Renaissance numérique, mais j'ai découvert en le faisant que voilà, je ramenais de la Renaissance flamande à la Renaissance numérique d'aujourd'hui, qu'il y avait encore un pont qui se faisait. Et le fait de décider vraiment, à travers ce projet, de créer un pont vers le futur, j'ai senti pas comme une possibilité, mais vraiment comme si le futur devenait palpable. Pour moi, il y avait quelque chose d'assez émouvant là-dessus parce que je pense vraiment que ça va finir par arriver un jour, que quelqu'un va réutiliser le projet. Ouais. Et je sens vraiment pour moi, c'est pas quelque chose de conceptuel et de trop abstrait. Je sens presque physiquement, je sais pas, une espèce de lien comme ça qui commence à s'étendre sur le temps, sur plusieurs siècles.
Et donc, je dirais, le prochain projet, il faut que ce soit à base de ponts. Il faut que tu fasses quelque chose au sujet des ponts. C'est pas possible. Pourquoi pas? Et quand tu parlais de trouver sa maison, c'est aussi un petit peu de voir quelle plateforme est la bonne. Et techniquement, il n'y aurait même pas besoin de plateforme. Moi, je voyais plus ça en mode vraiment le focus sur les artistes, moins sur tu veux dire minter soi-même, faire soi-même ses smart contracts. Ouais, c'est possible aussi. Déjà, l'artiste qui a repris vraiment le contrôle de la transaction, mais aussi des conditions et des choses qui, pour l'instant, sont un peu standardisées. Les marketplaces, c'est comme ça que ça marche quand même pour la majorité des gens. Mais cela dit, donc, pour aller à l'inverse de cette chose-là et pour revenir sur les autres plateformes que j'utilise, justement, c'est parfait. Je vais parler de Async Art. Donc, le nom, ça veut dire art asynchrone. Et en fait, quand je suis rentré dans les NFT, je ne me suis pas renseigné plus que ça. J'ai cherché meilleure galerie NFT, meilleure plateforme. Je suis tombé sur une liste. En premier, il y avait SuperArt et en deuxième, il y avait Async. Donc, je n'ai pas cherché plus loin. J'ai envoyé une candidature aux deux. J'ai été pris aux deux. Donc, en une semaine, c'était plié. C'était super. Et Async, en fait, je ne savais pas ce que c'était avant d'avoir été accepté. Je ne me suis pas posé la question. Donc, j'ai découvert avec beaucoup, beaucoup de plaisir qu'en fait, ce n'était pas du tout une plateforme comme les autres. Parce qu'ils permettent de faire de l'art programmable ou autonome sans savoir comment coder. Et ça, c'est un truc que, à ma connaissance, aucune autre plateforme ne fait. Donc, je trouve que c'est vraiment une plateforme qui est sous-évaluée et qui mériterait d'être vraiment plus connue. Donc, ce que j'ai fait pour l'instant, j'ai utilisé leurs fonctions. On peut faire une œuvre, par exemple, il y a trois couches. Donc, il y en a une, c'est le ciel, il y en a une, c'est le personnage principal, et une autre, c'est un autre élément du décor. Et chacune de ces couches a 3 variantes différentes. Donc, ça fait 3 x 3 x 3, ça fait 27 combinaisons possibles. Et c'est le propriétaire de chaque couche, chaque layer, qui va avoir le droit de choisir entre les 3 différentes variantes. Donc, déjà, une œuvre peut être achetée par plusieurs personnes qui sont obligées de se mettre d'accord pour le rendu final. En fait, si une personne a telle couche et une autre couche, et s'ils veulent qu'ensemble ça fasse ça, il faut qu'ils se parlent. Et donc, moi, je l'ai vu aussi avec 2 collectionneurs différents qui avaient différentes couches, qui parlaient sur Twitter en disant « Tiens, est-ce que tu pourrais mettre celle-là aujourd'hui? Moi, je vais mettre celle-là, et puis ça donnera ça comme résultat. » Et c'est hyper marrant, déjà, pour commencer. Et puis, ça ouvre plein de possibilités. Et il y a vraiment un côté à la fois communautaire et interactif aussi. Et donc, voilà. Ils viennent aussi de lancer leur partie sur la musique programmable. Qui fonctionne pareil, mais avec du son. Exactement. Ouais. Et ils ont aussi donc le côté programmable par rapport au temps qui va évoluer. Là, j'en ai fait deux comme ça pour l'instant, où en fait, une image va avoir une version différente suivant si c'est le jour ou la nuit. Donc ça, c'est hyper marrant parce que bon, suivant le moment de la journée aussi où on va le regarder, elle va raconter quelque chose de différent. Des fois, c'est vraiment un rapport avec les cycles jour-nuit, des fois non. Ils l'ont amélioré encore plus en rajoutant 2 autres temps différents avec coucher de soleil et lever de soleil. Donc c'est en 4 phases maintenant. Et celle que j'attends le plus, c'est le changement de version à l'heure. Parce que du coup, j'ai une œuvre qui est déjà prête où il y a un personnage dedans qui a des chaussures et il y a une espèce de changement de garde-robe en fait à chaque heure. Et l'idée, c'est que j'aimerais que le collectionneur ou la collectionneuse connaisse tellement l'heure par cœur que juste en regardant les chaussures, elle sache l'heure qu'il est. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui sont très marrantes à essayer. On peut utiliser n'importe quel flux de données. En fait, maintenant, ils le font plus trop, mais ils faisaient du code custom. Par exemple, il y a une œuvre très connue qui a été vendue super cher, qui était la première à faire ça, qui était intéressante, où en fait, c'est le cours du Bitcoin, suivant s'il est descendant ou s'il est montant, qui va changer l'œuvre qui s'affiche. Donc, on peut avoir des choses qui pourraient être casées, on ne sait jamais, sur la météo, par exemple, la température moyenne d'une ville. Je dirais que c'est sous-utilisé à l'heure actuelle, les possibilités sur Async. Et, il y a aussi une autre plateforme pour les artistes génératifs qui s'appelle Playform.io et qui en fait est une no-code AI art. Et je vais te laisser peut-être conclure si tu veux, peut-être si après que les gens aient vu cette interview, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Aller voir tout simplement l'expo et puis se faire plaisir là-dessus. Alors, sachant qu'en arrivant sur Decentraland, il y a en bas de l'escalier en colimaçon qui est au centre de l'œuvre, enfin de l'espace d'exposition, il y a 2 petites flèches sur lesquelles on peut cliquer pour avoir des liens. Il y en a un qui va renvoyer un lien vers l'endroit où il y a toutes les informations, les interviews, etc. Et l'autre qui va renvoyer sur la galerie que tu as vue, la galerie virtuelle de OnCyber.
et qui permet donc une exploration un peu plus en haute qualité des œuvres. Et du coup, c'est beaucoup plus agréable et plus impressionnant parce qu'on voit mieux les détails. Je sais que ma copine, quand elle a vu la première fois l'exposition, elle m'a dit, mais en fait, même c'est encore. Elle avait découvert des détails, des choses qu'elle n'avait pas vues du tout dans les autres versions de l'œuvre. Donc, je pense que c'est la façon de présenter les œuvres dans le monde virtuel peut des fois encore plus magnifier l'œuvre que de la voir sur une page, en fait. Ouais. Ah, c'est C'est assez super. intéressant. Donc, du coup, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a vraiment plein de moyens de voir l'œuvre et le projet sur un site qui ressemble à un autre site d'art comme Super Rare, où il y a l'œuvre, la description et le prix. Ouais. Le Decentraland, qui est une expérience un petit peu plus nouvelle, et l'exposition 3D plus dans un setup galerie sur On Cyber. Et donc, plein d'options. Merci beaucoup, en tout cas, Jean, Merci beaucoup à toi. pour ces super détails. Et je vais aller de ce pas, littéralement, aller dans Decentraland pour Demander ton badge. pour voir l'exposition. En tout cas, merci beaucoup.